Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité. Nous parlerons de l'accord céréalier qui est prolongé de 4 mois. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Elle participe à la lutte contre la crise alimentaire mondiale. En République démocratique du Congo, un deuxième contingent de l'armée kenyane est arrivé à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, qui est toujours sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Et puis enfin, nous parlerons de la langue française. Avec 321 millions de locuteurs dans le monde, le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée après le chinois, l'espagnol, l'anglais et le hindi. Je vous le disais dans les titres, l'accord céréalier signé en juillet par Kiev et par Moscou pour permettre la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire sera prolongé de 120 jours à partir du 19 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre ukrainien des Infrastructures. C'est un pas important dans la lutte contre la crise alimentaire mondiale. Alors quelles sont les répercussions de cette annonce pour l'Afrique? Élément de réponse avec Soukaina Askali. Du pain semblé au Cameroun, des bars alimentaires sans pâte d'arachide au Kenya. Depuis le début de la guerre en Ukraine, difficile de se procurer des céréales ou de l'huile de tournesol sur le continent africain. Pour débloquer les exportations de blé, l'Ukraine et la Russie avaient conclu le 23 juillet dernier un accord. L'accord, qui arrive à expiration samedi, vient d'être prolongé pour les 4 prochains mois. Je tiens à exprimer mon profond engagement et l'engagement de l'ONU à faire tout son possible pour la bonne mise en œuvre de cet accord à Istanbul par le Centre de coordination conjointe JCC, ainsi que pour lever les obstacles restants aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes. C'est essentiel pour éviter la crise alimentaire l'année prochaine. En moins de 4 mois, l'accord a permis d'exporter plus de 11 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens. Conscient de la dépendance du continent aux céréales ukrainiennes, le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, s'était rendu à Kiev en octobre pour y rencontrer son homologue et plaider pour une prolongation de l'engagement. En novembre, nous devons tout faire pour empêcher la Russie de perturber nos exportations de produits alimentaires. Sinon, elle provoquera une explosion des prix sur le marché alimentaire, une nouvelle dégradation des conditions de vie de millions de personnes. À ce jour, 170 navires transportant des céréales pour l'Afrique et l'Asie sont bloqués par la Russie. L'accord, conclu sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies, avait été mis à mal ces dernières semaines par les tensions entre les forces ukrainiennes et russes en mer Noire. Moscou s'était dit prêt à livrer gratuitement 500 000 tonnes de céréales aux pays en développement, confrontés à une crise alimentaire. Je vous propose maintenant un retour sur les inondations dévastatrices qui ont touché le Nigeria. Des inondations hors normes qui ont aussi touché le Niger, le Tchad et des pays voisins et qui ont déplacé plus de 1,4 million de personnes et ravagé des centaines de milliers d'hectares de récoltes. Le changement climatique a multiplié par 80 la probabilité des pluies intenses qui ont tué ces derniers mois plus de 600 personnes et dévasté l'agriculture du pays le plus peuplé d'Afrique. Soukaina Askali. Des récoltes détruites, près de 600 morts et 1,4 million de personnes déplacées. Quelques mois après les inondations dévastatrices au Nigeria, certaines régions gardent encore des séquelles. Honnêtement, je me sens très mal, mais il n'y a rien que je puisse faire. Je cultive beaucoup. J'ai beaucoup dépensé d'argent dans cette ferme. J'ai dépensé plus de 600 000 naira et plus. Selon une étude publiée mercredi par World Weather Attribution, les émissions de gaz à effet de serre pourraient rendre les événements climatiques hors normes plus fréquents et plus intenses dans le pays. Le changement climatique causé par l'activité humaine a rendu cet événement environ 80 fois plus probable et 20 fois plus intense. La publication de ces conclusions intervient en pleine négociation en Égypte à la COP27, où les pays en développement demandent aux pays riches pollueurs de payer pour les pertes et dommages liés au changement climatique. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander aux dirigeants mondiaux de payer pour les pertes et les dommages dans mon pays et dans d'autres pays du monde qui sont en première ligne de la crise climatique. Et nous sommes donc ici pour demander aujourd'hui de nous montrer l'argent. Dans cette étude, les scientifiques ont aussi examiné le pic de précipitations sur 7 jours le long du bassin inférieur du Niger au Nigeria.
Conclusion, le changement climatique a rendu les précipitations environ 5% plus intenses que la moyenne. Et l'Afrique est au cœur des préoccupations de la COP27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'Union européenne et certains États membres ont décidé de verser ensemble plus d'1 milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique. C'est ce qu'a annoncé mercredi le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Ils sont près de 110 chefs d'État et de gouvernement qui sont présents en ce moment à la COP27 donc en Égypte jusqu'au 18 novembre pour renforcer leurs engagements climatiques face à un réchauffement qui s'emballe. Ils vont aussi apporter un soutien financier aux pays pauvres qui en souffrent le plus. Mais selon la présidence, certaines délégations freinent les négociations en cours et empêchent d'avancer. Écoutez. Je peux vous dire que certaines délégations freinent le travail dans un certain nombre de salles et nous espérons vraiment que chacun, comme nous le disons, se montre à la hauteur de la situation et se rende compte que le statu quo ne suffit pas en ce moment. Toutes ces motivations, j'espère que les personnes présentes dans les salles de négociation et toutes les délégations les prennent à cœur et réalisent que c'est sérieux et que nous devons montrer que nous progressons non pas en parole, mais en action et en mise en œuvre. La rébellion du M23 continue et un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé mercredi à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, qui est toujours sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Valentine Exantus. Alors que l'armée congolaise affronte le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, un deuxième contingent de l'armée kenyane a atterri à Goma. Constitué d'une 60aine d'hommes, ce contingent a un objectif, celui de ramener la paix dans cette région. J'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise. Il y a 4 jours, un premier contingent d'une 100aine d'hommes avait déjà foulé le sol congolais. Les autorités du pays comptent sur le soutien des forces armées de la région, comme le Kenya, pour venir à bout de cette rébellion. Parfois, la guerre n'apporte pas nécessairement la paix. Il faut faire preuve de diplomatie. Deuxièmement, il est très important de parler de désarmement et de démobilisation. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les M23, parce que nous nous concentrons seulement sur eux. Pour amener la paix à l'est de la RDC, toutes les options sont sur la table. Et si ni le dialogue ni la voie politique ne contribuent à faire taire les armes, l'option militaire sera envisagée. La France a décidé d'offrir 2 hélicoptères au Niger pour la lutte anti-djihadiste. Quoi qu'il en soit, les dons d'équipements militaires à certaines forces armées africaines devraient donc se poursuivre, probablement selon les modalités définies pour le Niger. Et sachez que le 16 novembre dernier, déjà, l'armée de l'air nigérienne avait reçu 2 hélicoptères d'attaque Gazelle supplémentaires, ce qui porte à 5 le nombre d'appareils de ce type offert par la France. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé mercredi les Soudanais à rétablir le pouvoir civil pour mettre fin à la grave crise économique et politique qui frappe le pays depuis octobre. En effet, le vide sécuritaire engendré par le coup d'État militaire du général Abdel Fattah al-Burhan en octobre a laissé la place à davantage de conflits tribaux. Ils ont tué cette année plus de 800 personnes et déplacé plus de 265 000 personnes. On écoute Volker Turk. Toute transition est délicate et au Soudan, nous sommes à un stade particulièrement délicat de cette transition. J'appelle toutes les parties impliquées dans le processus politique à déployer tous leurs efforts pour rétablir un pouvoir civil dans le pays et mettre fin à l'incertitude qui met en péril l'avenir d'une grande partie de la population. Parlons maintenant de la langue française. Savez-vous qu'avec 321 millions de locuteurs dans le monde, le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée après le chinois, l'espagnol, l'anglais et l'hindi. Et plus de 60% de ceux qui utilisent le français au quotidien se trouvent en Afrique.
Partons au Mali d'ailleurs, cette fois pour parler des langues. 60 ans après l'indépendance, le français est toujours la seule langue officielle du pays. Pourtant, plus de 70 langues sont parlées au Mali. 13 ont été reconnues langues nationales. On fait le point avec Lorraine Mabou. Dans cette salle de classe de l'école normale supérieure de Bamako, le professeur déroule son cours en bamanankan, l'une des langues maternelles les plus parlées au Mali. C'est une langue qui est vraiment importante dans notre société car tous les Maliens, toute la population malienne parle presque dans cette langue, quoi. Donc c'est très important d'apprendre le bamanankan. Le pays compte au moins 70, mais la seule langue officielle depuis est le français. Héritée de la période coloniale, la langue française est encore très utilisée dans l'administration, sur les panneaux de circulation, à la télévision nationale, mais très peu dans les rues de Bamako et encore moins dans les coins reculés du pays. Une situation que le Mali souhaite aujourd'hui changer en adoptant au moins une seconde langue officielle. Mais de la volonté à la réalisation, il y a plusieurs étapes à franchir, même si un projet de loi a été élaboré pour contribuer à l'atteinte de l'objectif. Certains processus-là ne se définissent pas dans un décret, ne s'énoncent pas à coup d'humeur. Il faut laisser l'incubation se faire. Et si nos langues nationales doivent venir un jour comme langue officielle, très certainement, elles vont s'établir. Sous le régime de Moussa Traoré, le Mali a essayé de faire des langues locales les principales langues d'enseignement à l'école. Faute d'investissement de l'État, ces écoles expérimentales sont devenues des écoles de seconde catégorie aux yeux des parents et des enseignants. Les langues locales sont actuellement enseignées à petite échelle à la faculté des langues de Bamako. On a commencé un processus en parlant de généralisation de l'enseignement des langues nationales, de l'utilisation des langues nationales dans l'école. Mais ça a été, de mon point de vue, un coup d'épée dans l'eau, parce qu'en dépit des grands moyens injectés, de l'engagement des écrivains ou des éditeurs, eh bien, c'est resté lettre morte. Aujourd'hui, de nombreux Maliens souhaitent que les langues locales occupent une plus grande place dans la sphère publique. Le projet de loi est pour certains une opportunité de se défaire des liens de la colonisation. Toutefois, pour officialiser une langue locale, il faut s'outiller, l'enseigner et la vulgariser. Et sans plus tarder, le reste de l'actualité internationale commenté par Valentine Exantus, récit Noël Ndong. Au Cameroun, la Cour d'appel de Yaoundé a rejeté ce jeudi les recours de 35 des 39 militants du parti d'opposition MRC. Ces militants avaient été arrêtés en 2019 et 2020 au cours de manifestations et condamnés en première instance à des peines de plusieurs années de prison. Par un tribunal militaire, certains pour révolution, rébellion ou encore attroupement illégal. Sur les 39 condamnés, le juge a décidé de retenir seulement le dossier de 4 d'entre eux. Pour maître Hippolyte Méli, un des avocats de la défense, la décision du juge est émaillée d'incohérences. Il compte désormais présenter un recours devant la Cour suprême. En Égypte, après 7 mois de grève de la faim, l'état de santé du détenu politique égypto-britannique Alaa Abdel Fattah s'est grandement détérioré. Une dégradation signalée par sa sœur suite à la première visite familiale depuis que le détenu pro-démocratie a mis un terme à sa grève de la faim. Mais avant, Alaa Abdel Fattah n'avalait que 100 calories par jour du 2 avril au 2 novembre. Ensuite, il a cessé de se nourrir. 4 jours après, il a commencé à boire. Depuis Londres, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, s'est félicité jeudi de la libération de l'ancienne ambassadrice Vicky Bowman en Birmanie. Accusée d'avoir enfreint les lois d'immigration, l'ancienne diplomate était détenue depuis le 25 août à la prison d'Ensen à Rangoon pour ne pas avoir indiqué l'adresse où elle habitait, différente de celle enregistrée auprès des autorités. Vicky Bowman a été libérée ainsi que 6000 prisonniers. Néanmoins, le chef de la diplomatie britannique appelle à la libération de toutes les personnes injustement emprisonnées en Birmanie. La Russie a de nouveau lancé des frappes ce jeudi contre plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev. Des bombardements qui coïncident avec de premières chutes de neige dans un pays qui est miné par les coupures d'électricité provoquées par la Russie.
Et puis dans l'affaire du missile qui s'est abattu sur la Pologne mardi dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce jeudi ne pas savoir ce qu'il s'est passé en Pologne. Le missile a tué 2 personnes et le président ukrainien, après avoir pourtant soutenu que le projectile était russe, eh bien, il revient sur ces déclarations. Ces dernières déclarations semblent donc montrer un changement de position du président ukrainien. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Et à toutes et à tous, une excellente soirée.